L'arrivée le bus oscille doucement sur la route de terre, avançant entre les arbres imposants qui forment un couloir ombragé. Le paysage alentour est solitaire, parsemé de quelques maisons éparses, tandis que le bruit des pneus sur le gravier résonne dans le silence. Le village semble être une extension du temps, figé loin du reste du monde. À son arrivée, le jeune journaliste prénommé Gabriel descend avec un sac à dos en cuir usé et un regard sceptique. Il perçoit l'odeur de la terre humide. L'air frais chargé d'une nostalgie diffuse, comme le souvenir d'un passé oublié. Il observe les rares habitations autour de lui, toutes aux rideaux tirés comme si elles dissimulaient un secret. Gabriel se dirige vers le chalet qu'il a loué pour quelques jours. La propriétaire, une vieille femme, aux cheveux blancs et aux yeux perçants, l'accueille d'un sourire crispé, sans dire un mot de trop. Elle se contente de lui annoncer que le café sera prêt le lendemain matin et que le vent sur la colline a toujours un son étrange la nuit. Gabriel lui rend son sourire, reconnaissant, sans trop prêter attention à ses paroles. L'endroit lui semblait idéal pour mener une recherche en toute tranquillité, loin de l'agitation de la ville. Alors qu'il s'installe dans le chalet, il remarque que, malgré son apparente simplicité, le lieu dégage une étrange impression d'être hors du temps. Le silence est pesant, presque comme si la nature elle-même retenait son souffle. Il commence à rédiger quelques notes sur le village, ses rues poussiéreuses, l'absence de voitures, les regards furtifs des habitants. Mais un détail attire plus particulièrement son attention. La silhouette sombre du manoir, perché au sommet de la colline, visible à travers les arbres. Quel pouvait bien être cet endroit? Partie 2. Les rumeurs du village. Le lendemain matin, Gabriel décide d'explorer le village et d'échanger avec les habitants. Le ciel est dégagé, mais une brise froide parcourt les rues désertes, faisant frémir les feuilles des arbres, comme si elles murmuraient d'anciens secrets. Il traverse une petite place où trône une fontaine à sec depuis des années, son bassin fissuré et recouvert de mousse. En entrant dans le seul café du village, la propriétaire lui adresse un sourire forcé, évitant soigneusement son regard. Gabriel s'installe, commande un café corsé et observe les rares clients présents. Dans un coin, un homme coiffé d'un chapeau le fixe sans aucune expression. À sa gauche, une femme au regard absent remue nerveusement sa tasse. Gabriel ressent un poids invisible dans l'air, comme si un non-dit pesait sur chacun d'eux. Il commence à poser quelques questions sur le manoir, sur ses anciens occupants, mais les réponses restent évasives. « Où mène la curiosité, Gabriel ?» dit l'homme au chapeau d'une voix étouffée, avant de retourner à sa boisson. La femme au regard lointain l'observe enfin pour la première fois. « N'y allez pas, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Ce n'est jamais bon de déranger ce qui est exactement là où ça doit être. » Le silence tombe sur le café. Que pouvait bien cacher cette maison pour inspirer tant de crainte? Gabriel ressent une étrange pression, comme si tous les regards pesaient sur lui, l'examinaient, le jugeaient. Et pourtant, même avec la porte grande ouverte, une odeur subtile de moisi et de bois ancien lui parvient, comme une réminiscence lointaine, mais indéniable. Après avoir fini son café, il décide de marcher jusqu'à la colline. À chaque pas, le vent se renforce, et le bruissement des feuilles mortes sous ses chaussures résonne avec un écho anormal. Lorsqu'il lève les yeux vers le manoir, son regard se fixe un instant sur une fenêtre du 2e étage. Une ombre se déplace, derrière le rideau, mais personne n'est visible. Son cœur s'emballe, un frisson parcourt son échine, mais il ne recule pas. Quelque chose l'appelle. Partie 3. L'appel de la colline, le vent souffle plus fort à mesure que Gabriel gravit le sentier escarpé menant à la colline. Le sol humide et les pierres instables rendent ses pas incertains. À chaque mètre parcouru, le silence devient plus pesant, comme si le monde autour de lui s'éloignait peu à peu. Il ressent le regard du village dans son dos, comme s'il savait qu'il ignorait un avertissement silencieux. Lorsqu'il atteint le manoir, le temps semble ralentir. La maison est plus imposante qu'il ne l'avait imaginé de loin. Une structure massive de bois sombre, aux fenêtres hautes et souillées qui reflètent le ciel gris. La porte principale, une imposante pièce de chêne usée, porte d'anciennes marques profondes, comme si quelque chose avait tenté de la forcer autrefois. Gabriel inspire profondément et fait quelques pas autour de la demeure, observant les détails, la peinture écaillée, les vitraux fissurés, le son discret de quelque chose, peut-être une branche frottant contre le verre, ou peut-être autre chose. En contournant la maison, il remarque un petit carnet jeté dans l'herbe, partiellement recouvert de terre.
Il le ramasse, le secoue et découvre que certaines pages sont encore lisibles. L'écriture est irrégulière, griffonnée. À la hâte, il est toujours là. Cette phrase répétée sur plusieurs pages lui noue l'estomac. Une bourrasque passe par la porte d'entrée et l'espace d'un instant, elle grince et s'entr'ouvre lentement, révélant un couloir obscur. Une odeur de bois ancien et de poussière en émane. L'air à l'intérieur semble différent, plus dense. Gabriel tourne la tête vers le sentier qui redescend vers le village. Il pourrait simplement repartir et prétendre que tout cela ne l'intrigue pas. Mais quelque chose en lui le pousse à avancer. Partie 4. La maison qui respire. Le premier pas dans le manoir s'accompagne d'un silence profond. Gabriel sent l'air, lourd, comme si la maison retenait son souffle. Le parquet grince sous ses pas et une odeur de poussière mêlée à une légère humidité lui emplit les narines. La lumière de fin d'après-midi filtre faiblement à travers les vitres poussiéreuses, projetant des ombres allongées qui dansent sur les murs défraîchis. Le hall d'entrée est vaste, dominé par un lustre recouvert de toiles d'araignée suspendues au plafond. Le papier peint est lacéré à plusieurs endroits, comme si des mains l'avaient griffé avec force. Gabriel avance prudemment, scrutant chaque détail. Il aperçoit des meubles couverts de draps jaunis par le temps, une horloge à pendule figée à 3h17 et un large escalier menant à l'étage supérieur. Mais ce qui attire le plus son attention, c'est un son, faible, presque imperceptible. Un murmure. Il se retourne brusquement, mais il n'y a personne. Son cœur s'emballe. Peut-être est-ce le vent s'engouffrant dans une fissure, tente-t-il de se rassurer. Mais alors, le murmure revient. Cette fois, plus clair. Il provient du fond du couloir, sur sa droite. Gabriel inspire profondément et s'engage dans cette direction, chaque pas résonnant dans l'immensité du manoir. Le couloir est long et étroit, bordé de portraits anciens représentant des figures au visage flou, effacés par le temps. Leurs expressions sont indéchiffrables, mais une sensation de malaise s'installe en lui. Puis il aperçoit une porte entrebâillée. L'obscurité qui s'y tapit semble plus dense qu'un simple manque de lumière. Comme si ce n'était pas seulement du vide, mais quelque chose qui attendait. D'un geste hésitant, il effleure la porte du bout des doigts. Le murmure devient un souffle, juste derrière lui. Gabriel se fige, il n'est pas seul. Partie 5. Voit dans l'obscurité, le murmure se dissipe à l'instant où Gabriel se retourne brusquement, son cœur battant la chamade contre sa poitrine. Le couloir derrière lui est vide. Seule l'ombre persistante et les vieux portraits accrochés au mur. Il avale difficilement. Peut-être que son esprit lui joue des tours. Peut-être que l'isolement du village et les histoires chuchotées au café ont semé des graines de paranoïa. Mais alors, il ressent. Un air froid passe sur son cou, comme si quelque chose d'invisible venait de se déplacer tout près de lui. Sans s'en rendre compte, sa main serre déjà la poignée de la porte entr'ouverte. Il hésite, mais un instinct étrange le pousse en avant. Il l'ouvre lentement. La pièce est petite, avec des meubles anciens et un fauteuil tourné vers la fenêtre. L'odeur de bois humide y est plus forte. Sur une table, des bougies fondues et des papiers éparpillés. Gabriel s'approche et commence à les feuilleter. Les écrits sont confus, des phrases interrompues, des gribouillis de désespoir. Mais l'un d'eux se distingue, répété plusieurs fois sur les feuilles jaunies. « Il me parle quand je suis seul ». Gabriel fronce les sourcils. Son regard se fixe sur le fauteuil. Et alors, il remarque. L'assise du fauteuil est légèrement enfoncée. Comme si quelqu'un venait juste de s'y trouver. Un frisson parcourt sa colonne vertébrale. Il recule d'un pas, mais un bruit fait geler son sang. 3 coups légers contre le mur. De l'autre côté, la respiration de Gabriel devient courte. Il tourne lentement la tête vers l'origine du bruit. Le mur semble ordinaire, mais il y a quelque chose en lui, une fissure dans le bas de la base. Et alors il remarque un autre détail. Les coups ne venaient pas du mur, ils venaient de l'intérieur. Il y a quelque chose là, quelque chose ou quelqu'un. Partie 6. Ce qui se cache derrière le mur. Gabriel sent la sueur froide couler le long de sa nuque. Il fixe la fissure dans le bas du mur, tentant d'écouter le moindre autre bruit. Le silence semble maintenant encore plus oppressant, comme si la maison attendait sa réaction. Son instinct lui dit de partir, mais quelque chose de plus fort le pousse à rester. D'un geste hésitant, il glisse ses doigts sur la fissure.
Le bois est froid au toucher. Il appuie légèrement, et un morceau se détache. L'obscurité dans la fente semble plus profonde qu'elle ne devrait l'être. Puis, il ressent un souffle chaud contre ses doigts. Gabriel se recule brusquement, son cœur s'emballant. Ça ne peut pas être. Le silence est brisé par un bruit terrifiant, un grattement sec comme des ongles rayant le bois. Il vient de l'intérieur du mur. Gabriel avale difficilement et recule encore d'un pas, tentant de contrôler sa respiration. Mais soudain, le bois craque. Quelque chose essaie de sortir. L'instinct finit par l'emporter sur la curiosité. Il pivote sur ses talons et sort de la pièce, fermant la porte derrière lui. Sa poitrine monte et descend rapidement, les bruits de la maison maintenant plus forts, les planches qui grincent, le vent qui siffle à travers les fissures. Il doit sortir d'ici. Mais lorsqu'il se tourne pour revenir dans le couloir, la porte au bout du couloir, celle par laquelle il est entré, est maintenant fermée. Il ne se souvient pas de l'avoir fermée. Et alors un bruit sourd derrière lui, un murmure presque doux, mais chargé de quelque chose d'inhumain. Reste. Partie 7. Porte qui se ferme toute seule. Le murmure flotte encore dans l'air lorsque Gabriel ressent un frisson profond le long de sa colonne vertébrale. Il se retourne brusquement, le cœur battant. Le couloir devant lui semble s'étendre, davantage qu'auparavant, comme si la maison se déformait autour de lui. La porte qui était ouverte est maintenant fermée, solide, comme si elle n'avait jamais été touchée. Il marche lentement vers elle, chaque pas résonnant sur le vieux, plancher en bois. Sa main tremble légèrement lorsqu'il touche la poignée. Elle est verrouillée. Il tourne la poignée avec plus de force. Rien. Un froid grimpe le long de sa nuque. Il se retourne pour faire face au couloir à nouveau. Et alors il remarque. Lise. Portraits sur le mur ont changé. Autrefois, les visages étaient flous, indistincts à cause du temps. Maintenant, les yeux sont nets, et ils le regardent tous. Gabriel recule d'un pas, l'air semblant plus dense autour de lui. Sa poitrine monte et descend, la sensation d'être observé devenant insupportable. Puis quelque chose brise le silence, un coup sec. Il vient de la porte derrière lui, lent, précis. 1, 2, 3 coups. Il avale difficilement, la gorge sèche. Ses doigts hésitent sur la poignée, ne sachant pas ce qui est pire. Ouvrir la porte ou la laisser fermer. Avant qu'il puisse décider, le coup se répète. Mais cette fois, il vient d'une autre direction. Du haut de l'escalier, Gabriel lève les yeux et sa respiration se coupe. Au sommet des escaliers, une silhouette se détache de la faible lumière venant d'une fenêtre recouverte de poussière. Grande, immobile, observant. Puis, sans émettre de bruit, la silhouette fait un pas en avant, et Gabriel sent son corps se figer. Partie 8. L'ombre au sommet de l'escalier. Gabriel ne peut plus bouger. L'air autour de lui semble devenu plus dense, comme si la maison retenait sa respiration avec lui. La silhouette au sommet de l'escalier reste immobile, mais il sait qu'il est observé. La faible lumière de la fenêtre derrière la silhouette ne permet pas de voir son visage, seulement une forme élancée et légèrement inclinée, comme si elle étudiait ses mouvements. Puis, elle se déplace, lentement, glissant un pied devant l'autre, sans faire aucun bruit. Chaque fibre du corps de Gabriel hurle pour qu'il fuit, mais ses jambes semblent ancrées au sol. La silhouette fait un pas de plus. Cette fois, un grincement résonne dans la pièce. Gabriel sent sa respiration se couper. Il regarde autour de lui, cherchant une sortie. La porte reste fermée derrière lui. Le couloir semble s'étirer de manière presque impossible. La silhouette fait un pas de plus. Maintenant, il peut voir un peu plus. Des bras longs, des doigts trop fins, la tête inclinée sur le côté comme un animal curieux. Et puis quelque chose fait geler son sang. La silhouette n'a pas d'ombre. Même avec la lumière faible de la fenêtre, rien ne se projette au sol. Gabriel sent son corps enfin réagir. Il recule d'un pas, puis d'un autre, et sa main s'étend instinctivement vers la poignée de la porte. Cette fois, elle tourne. Il ne réfléchit pas. Il pousse simplement la porte et se jette dans la première pièce qu'il trouve. Il ferme la porte derrière lui avec force et presse son dos contre elle, le cœur battant. Silence. La seule chose qu'il entend est sa propre respiration haletante. Mais alors, quelque chose lui fait retenir son souffle. Une odeur, forte, douce et
pourri à la fois. Et dans l'obscurité de la chambre, Gabriel entend un bruit faible, une respiration qui n'est pas la sienne. Il n'est pas seul. Partie 9. Dans l'obscurité avec lui, l'odeur nauséabonde imprègne ses narines. Gabriel peine à respirer sans sentir une nausée monter dans sa gorge. Le silence de la maison est absolu, sauf pour la respiration, basse, irrégulière, très proche. L'obscurité de la chambre est presque totale, mais ses yeux commencent à s'ajuster. Des formes floues prennent des contours, un lit en bois avec une couverture en boule, une étagère poussiéreuse, une chaise tournée vers le mur. Et puis, il voit. Dans le coin le plus reculé de la chambre, là où l'ombre semble se fondre, dans l'obscurité elle-même, quelque chose bouge. Un frisson, lent petit, comme si quelque chose se préparait à se lever. La poitrine de Gabriel monte et descend rapidement. Il se presse contre la porte, essayant de ne pas faire de bruit. Peut-être, juste peut-être, s'il restait immobile, cela ne le remarquerait pas. Mais alors, un craquement dans le parquet, l'odeur acide se renforce, et une voix, basse et fragile, presque un gémissement. Tu l'as vu aussi? L'obscurité prend forme. Quelque chose se lève du sol, lentement, maladroitement. Gabriel ne réfléchit pas. Il se jette contre la porte, tournant la poignée avec force, son cœur battant dans sa poitrine. La porte s'ouvre soudainement, presque le faisant tomber en arrière. Il trébuche dans le couloir et frappe la porte derrière lui. Le silence revient. Mais maintenant, il y a quelque chose de différent. Le couloir n'est plus le même. Les murs semblent plus étroits et les portraits, les visages flous. Maintenant, ils sourient tous. Partie 10. La chambre qui n'a jamais existé, les visages dans les portraits sourient. Des sourires larges, les dents légèrement visibles derrière les lèvres craquées des peintures. Gabriel ressent un frisson le long de sa colonne vertébrale. Il ne les a jamais vus ainsi auparavant. Les murs semblent se refermer autour de lui. Le couloir qui menait autrefois à la sortie s'étire maintenant, se distordant, comme si la maison jouait avec lui. Mais il ne peut pas s'arrêter. Les pas résonnent, alors qu'il court, sentant le bois craquer sous ses pieds. Il doit sortir de là. Il doit trouver la porte. Quelque chose bouge derrière lui. Vite, une ombre glisse dans le couloir, suivant ses pas. Il sent sa présence avant même de regarder. Et lorsqu'il ose jeter un regard rapide derrière lui, il manque de trébucher. La chose est sortie de la chambre grande, mince, se déplaçant de manière erratique, comme si elle essayait de s'adapter à son propre corps. Les yeux n'existent pas. Juste deux cavités sombres, vides. Gabriel court plus, vite, la poitrine en feu, mais le couloir continue de s'étirer. Il n'y a pas de sortie. Et puis, soudainement, il voit. Une porte à sa droite, entr'ouverte. Il ne se souvient pas l'avoir vue avant. Mais il n'a pas le choix. Il se jette à l'intérieur, frappant la porte derrière lui et la verrouillant. Il respire profondément, essayant de calmer son cœur qui semble prêt à exploser. Le silence domine l'espace. L'odeur du bois ancien et de la poussière le fait tousser légèrement. Il se tourne et sent son estomac se retourner. La chambre est la même qu'avant. Le lit en boule. L'étagère poussiéreuse. La chaise tournée vers le mur. Et dans le coin, la chose, poing levé, attendant. Elle n'a jamais couru après lui, parce qu'il n'est jamais sorti de la chambre. Et puis, en un instant qu'il ne peut pas traiter, elle avance. Le monde s'éteint. Elle corridore Vuelve à la normalida. La parade se ajustant, les portes disparaissent. Le silence règne à nouveau dans la maison. Seuls les tableaux restent, et dans l'un d'eux, parmi les visages flous et déformés, il y a un nouveau sourire. L'argot, effrayé, celui de Gabriel.